sont les historiens quand même qui sont très présents, et je crois que ce dialogue peut être effectivement très fécond. Alors, la communication que je vais présenter aujourd'hui consiste à montrer comment, d'une part, s'inscrit dans un cadre général qui consiste à montrer que les philosophes se sont intéressés à l'oikonomia d'assez près. Alors les philosophes, je dirais du IVe siècle et puis un petit peu après, se sont intéressés à l'oikonomia de façon extrêmement précise et détaillée, contrairement à ce que le silence qui les recouvre dans ce domaine a pu faire croire pendant un long moment, et notamment l'idée qu'il n'y avait pas de réflexion théorique en matière économique dans l'Antiquité. Et c'est un aspect particulier de cette réflexion que je vais vous proposer, celle qui consiste à savoir comment il est recommandé de ranger, d'organiser spatialement l'oikos, et de voir comment cette idée d'une organisation intérieure de l'oikos fait écho ou se répercute ou se reflète aussi dans l'idée d'un ordre plus général qui peut être celui de la police, mais également celui du cosmos, et donc faire droit à une articulation entre l'intérieur domestique et l'extérieur, qu'il soit civique ou qu'il soit, je dirais, cosmique. J'ai envoyé dans le chat du Zoom mon exemplier, donc j'espère que vous avez pu le recevoir et l'ouvrir. Donc la réflexion théorique des Grecs en matière économique a longtemps été tenue pour inexistante ou dénuée d'intérêt, au motif qu'elle n'était pas scientifique et qu'elle ne semblait relever que du sens commun, se contentant de prodiguer quelques conseils édifiants. Dans les dernières décennies, comme l'ont montré les précédentes interventions, certains travaux sont revenus toutefois sur cette perception historiquement construite en faisant droit à la valeur théorique du logos oikonomikos, c'est-à-dire à cet ensemble de considérations sur l'oikonomia, entendu au sens large d'administration du domaine qu'est l'oikos et parfois de la police. Alors, tout cela a été bien rappelé, je ne vais pas y revenir. Ce que je peux rajouter, c'est que ce logos oikonomikos est en tout cas identifiable par les questions qu'il pose et qui sont toujours sensiblement les mêmes dans les différents traités ou dans les différents ouvrages dans lesquels on le rencontre. Ces questions se divisent entre celles qui concernent les personnes faisant partie de l'oikos, ou celles qui interviennent économiquement dans la cité, et celles qui concernent les biens matériels. Dans le cas des biens matériels, ce sont en général trois opérations fondamentales qui sont examinées: l'acquisition des biens, leur conservation et leur usage. C'est sur la catégorie de la conservation que je vais me pencher. Pour dire la conservation, en général, qui est conservation des biens humains et matériels au sein de l'oikos, et puis en un sens plus élargi, conservation de l'oikos lui-même, les auteurs du IVe siècle vont recourir aux verbes comme phulatein ou sozein et aux mots de la même famille. J'en donne quelques exemples. Un auteur un peu plus tardif, l'épicurien Philodème de Gadara, annonce le contenu de son ouvrage, donc dans son traité intitulé L'économie, en disant qu'il examinera, je cite, l'attitude à adopter en matière d'acquisition et de conservation des biens. Fin de la citation. Le pseudo-Aristote explique que l'oikonomos, ou l'intendant, doit être capable, je cite, d'acquérir et de conserver. Aristote, dans les Politiques, et Xénophon, par l'intermédiaire d'Iscomaque, attribue cette fonction aux femmes, tandis qu'ils font de l'acquisition la fonction masculine. Donc voilà, c'est une question très récurrente, cette question de la conservation. Toutefois, comment conserver? Les auteurs envisagés se livrent à deux ordres de considération qu'ils développent inégalement. Les unes concernent le calcul du juste rapport entre acquisition et dépense, l'accent étant mis tantôt sur l'une ou l'autre de ces deux actions. En ce sens, conserver, c'est savoir gérer. Les autres considérations relatives à la conservation portent sur l'organisation architecturale et plus largement sur l'organisation de l'espace, qu'il soit domestique ou civique, en vue du rangement des choses en leur lieu propre. Dans ce cas, conserver n'est plus seulement gérer, c'est ranger, et ce sont ces considérations relatives à l'espace économique que je vais présenter. La conservation des biens suppose une organisation matérielle de l'oikos, tant de sa structure architecturale d'ensemble que de son aménagement intérieur.
La question principale, à mon sens, que soulèvent ces considérations sur le rangement de l'oikos ou sa mise en ordre, est de savoir à quels principes elles obéissent. Répondent-elles uniquement aux critères de l'utilité, ou bien sont-elles liées aussi à d'autres enjeux, et si oui, lesquels? À partir de l'étude de certains passages de l'économique de Xénophon, de l'économique du pseudo-Aristote, mais aussi de la République et des lois de Platon, je propose l'hypothèse que si l'utilité et dans une moindre mesure le facteur esthétique guide les recommandations relatives à l'organisation de l'espace domestique, ces considérations engagent aussi, et peut-être avant tout, de faire de l'oikos un ordre symbolique et pratique, intelligible pour les acteurs économiques que sont l'oikonomos ou le citoyen, euh, son épouse et les esclaves. Alors, dans un premier temps, je m'intéresse à l'utilité des biens dans l'oikos et ce que cette réflexion suppose quant à l'organisation de l'espace. La conservation des biens humains et matériels par l'agencement de l'espace économique a deux objectifs principaux, si je synthétise les traités envisagés. Le premier est de s'assurer de l'utilité des biens ainsi agencés ou rangés, c'est-à-dire de garantir qu'ils soient utilisables, donc utiles au moment de s'en servir. Xénophon et le pseudo-Aristote le montrent très bien. Dans l'économique de Xénophon, Socrate et Critobule signalent leur préoccupation à ce sujet en opposant ceux qui ont jeté leurs outils en désordre et ne savent donc pas s'ils sont utilisables. Donc cette catégorie d'individus est opposée à ceux qui ont leurs ustensiles, je cite, toujours prêts, eutus et toima, parce qu'ils sont à leur place. Et casta tetagmena, ils sont chacun à leur place. C'est ce que vous trouverez dans le texte 1 de l'exemplier. Des gens qui possèdent une foule d'ustensiles de toutes sortes, mais qui ne peuvent s'en servir au besoin et qui ne savent même pas s'ils les ont encore en bon état, voilà comment ils ne cessent de se tracasser eux-mêmes, ils ne cessent de tracasser leurs serviteurs. En revanche, d'autres qui n'en possèdent pas un de plus et même moins, ont tout de suite sous la main ce dont ils doivent se servir. L'enjeu pragmatique du rangement dans ce passage résulte de considérations qui sont à la fois métaphysiques et morales. Les considérations métaphysiques s'apparentent à une sorte de question platonicienne, j'ai envie de dire, transposée dans le domaine pratique de l'économie domestique. C'est-à-dire comment organiser une multiplicité matérielle, quantitative et qualitative en un ordre unitaire. Autrement dit, quelle est l'unité? Comment donner une unité à cette multiplicité, ce qui est en gros la question platonicienne fondamentale. Quant aux aspects moraux du rangement, ils sont présentés comme essentiels à la fluidité des rapports entre les membres de l'oikos, et ainsi qu'à leur confort psychologique individuel, comme le suggère la répétition du verbe agnao. On le voit, la question du rangement n'est pas simplement logistique. C'est ce que signale également la distinction faite par Socrate entre le fait d'avoir une place, c'est-à-dire que l'objet soit en kora, et le fait d'être à l'endroit qui convient, enta prosekei. Avoir une place veut dire occuper un endroit fixe, donc identifiable, mais sans autre raison que le hasard d'une routine, c'est-à-dire qu'on fige par l'usage la contingence d'une disposition spatiale. En revanche, être à l'endroit qui convient, c'est occuper cet endroit en raison d'une nécessité qui donne sa loi à la disposition de toutes les choses les unes par rapport aux autres dans un espace donné. Donc, ce sont deux choses différentes. Si le texte n'indique pas les procédures concrètes à suivre pour choisir l'endroit qui convient en chaque cas, on voit toutefois que l'usage des objets, dont dépend directement la possibilité et l'excellence de l'administration domestique, repose d'abord sur cette dimension très concrète qu'est leur mise en ordre. Cette importance accordée au rangement, qui est déjà présente chez Hésiode à propos des céréales, est élargie chez le pseudo-Aristote à trois catégories d'objets de l'oikos. D'une part, les fruits ou les vêtements, ensuite les personnes et troisièmement, l'outillage. C'est ce que montre le texte numéro 2 de l'exemplier. Un texte très intéressant que je lis rapidement. Dans une maison, il faut prendre en compte les possessions qu'elle abrite ainsi que leur santé et leur bien-être. Pour les biens, je veux dire qu'il faut se demander par exemple quel type de bâtiment convient à la conservation. Alors j'ai rajouté les numéros bien sûr. 1. Des fruits ou des vêtements. Distinguer encore pour les fruits celui qui convient aux fruits secs ou aux fruits humides. Et ainsi de suite. 2. Pour les autres biens, qu'ils soient doués d'une âme ou inanimés, les serviles comme les libres, les femmes comme les hommes, les étrangers comme ceux de la ville.
Pour favoriser le bien-être et la santé, la maison doit être bien aérée en été, bien ensoleillée en hiver. Tel sera le cas d'une maison abritée du Nord et assez étendue en longueur. Troisièmement, pour que l'outillage soit prêt à l'emploi, la règle lacédémonienne s'impose. Il faut en effet que chaque chose soit à sa place. Étant ainsi toujours prête, on ne la cherchera pas. Fin de la citation. Partant de la définition que les biens de l'oikos sont à la fois les choses et tous les êtres humains indépendamment de leur statut et de leur genre, le pseudo-Aristote ramène ici le souci de leur préservation à une condition commune, celle de l'organisation spatiale de l'oikos, qui engage aussi bien son implantation architecturale par rapport aux points cardinaux et sa forme qui est ainsi invitée à être une disposition en longueur. Alors, je n'ai pas d'hypothèse, peut-être pour des raisons d'aération, je ne sais pas, que son organisation intérieure. Là encore, comme chez Xénophon, au moins deux ordres de considération se mêlent pour en rendre compte. Le premier type de considération est le souci du maintien en l'état des choses et des hommes pour garantir leur utilité ou leur usage. L'humidité comme la chaleur ou le froid excessif peuvent abîmer les denrées, les vêtements, nuire à la santé des esclaves et des hommes libres, avec pour risque que tous ces biens deviennent finalement inopérants. De même, le désordre des outils, c'est-à-dire le fait qu'ils ne soient pas rangés à une place fixe, les rend inutilisables ou du moins menace leur utilité, faute de pouvoir les localiser au moment où l'on doit s'en servir. Le second type de considération dans ce passage consiste dans le souci de faire correspondre l'agencement de l'oikia aux catégories, je dirais, socio-culturelles de l'époque, que ce soit celle du régime alimentaire, comme le suggère la distinction entre fruits secs et fruits humides, dont la différence vient complexifier l'organisation de l'habitat, ou que ce soit celle des groupes humains qui diffèrent en statut et en genre. Alors, dans l'édition de l'économique du pseudo-Aristote par André Vartel, bien ce dernier met l'énumération des individus qui sont mentionnés dans la citation que j'ai lue, il met toute cette énumération entre parenthèses au motif, je cite, qu'elle ne lui paraît guère en situation. Alors, contre cette lecture, il me semble que, en réalité, cette énumération des individus et des catégories d'individus est tout à fait conforme à l'argument du passage, au sens où on ne logera pas dans un même espace et à un même endroit de la maison des personnes qui sont distinctes par le statut, et donc par la fonction, si l'on songe aux esclaves et aux libres, et on ne logera pas non plus à des mêmes endroits de la maison les personnes de passage et les résidents, par exemple, ni même les femmes et les hommes. Autrement dit, c'est ici tout l'ordre social et politique de la cité qu'il s'agit d'agencer dans les murs mêmes de l'oïka. Ce passage suffit à comprendre que la conservation de l'oikos suppose de le ranger, de l'organiser sur la base de principes guidés par son usage et son inscription symbolique dans la cité, tant dans sa globalité que dans celle de ses parties. Apparaît aussi déjà dans ces timides évocations architecturales l'idée, qui sera très marquée chez Xénophon et Platon, que l'oikonomia bien conduite implique non pas seulement de mettre en ordre un espace économique donné, mais, comme je vais essayer de le montrer à présent, d'envisager le dit espace en tant qu'ordre, c'est-à-dire en tant que cosmos. C'est mon second point. Le second objectif visé par l'agencement matériel de l'espace économique, qu'il s'agisse de l'oikos ou de la cité, dans le cadre général de la conservation des biens, est en effet de le configurer en un certain ordre, de manière à lui donner un sens et d'en donner un également aux activités économiques qui l'accueillent. Le pseudo-Aristote l'indique furtivement lorsqu'il déclare, je cite, que les fonctions du maître de l'oikos sont au nombre de 4, acquérir, conserver, mettre ses biens en ordre, cosmetikon, tone, uparkonton, et savoir s'en servir, car c'est en vue de ces deux activités que sont requises les précédentes. Fin de la citation. Et le pseudo-Aristote fait ensuite de cette mise en ordre, donc de cet agencement en un cosmos, je dirais, l'une des finalités de toute l'oikonomia. Alors, que cet intérêt pour l'ordre résultant du rangement excède son simple bénéfice fonctionnel pour revêtir ou acquérir une signification morale au sens plus large, c'est ce qu'indique une citation du lexique d'Ézuchios rapportée par Démocrite. C'est la citation que j'ai indiquée, il me semble, dans l'exemplier, la courte citation numéro 3. Voici ce que dit Ézuchios dans son lexique. Bien-être, donc il s'agit de définir le bien-être, euesto, en voici la définition, bonheur dérivant de la maison est en bon ordre.
ce qui donne Euetenia apotou eueinai, kai eudaimonia apotou estanai ton oikon. Xénophon et Platon sont les deux auteurs les plus significatifs, à mon sens, sur cette question. Donc, je commence par Xénophon. L'ordre joue un rôle primordial pour la bonne administration domestique dans l'économique de Xénophon. Ce que l'entretien de Socrate et Critobule présentait de façon très générale concernant l'importance d'assigner une place déterminée à chaque outil dans le texte cité précédemment, donne lieu à un très ample développement dans la discussion ultérieure entre Socrate et Iskomaque. Dans deux longues sections, les paragraphes 1 jusqu'à 23 de la section 8 et les paragraphes 1 à 10 de la section 9, Iskomaque explique qu'il a vanté à son épouse les mérites du rangement, taxis, pour ce qu'il procure de beauté et d'utilité aux hommes. Et pour ce faire, il a pris pour modèle l'ordre d'une armée, l'ordre d'une trière et l'ordre d'un cultivateur récoltant diverses céréales, avant de développer un peu plus longuement l'exemple du navire phénicien et de son agencement interne. C'est le texte numéro 4. Alors, je ne vais pas lire ce texte parce que je crois que je suis un petit peu court en termes de temps, et je vais par contre le commenter. Donc c'est un navire extrêmement bien rangé, organisé. Et je cite peut-être simplement ce passage. Le second du capitaine, qu'on appelle officier de proue, savait si bien l'emplacement de chaque objet que, même absent, il pouvait dire leur place et leur nombre aussi bien qu'un homme qui connaît ces lettres pourrait dire combien il y a de lettres dans le nom de Socrate et quelle est la place de chacune. Donc, Iskomaque, transposant à l'oikos le modèle de ce navire phénicien, explique à son épouse que, je cite, « tous les objets offrent un plus bel aspect lorsqu'ils sont mis en ordre ». Fin de la citation. C'est un cœur, excusez-moi, que forment tous ces ustensiles, et l'espace qu'ils entourent est beau à voir quand il est ainsi dégagé. Fin de la citation, cette fois. Iskomaque indique alors à son épouse où ranger les divers articles et objets en fonction de l'architecture de la maison, je cite, dont les pièces sont construites et conçues pour cette fin précisément, de contenir le plus avantageusement possible ce que l'on doit y mettre. Fin de la citation. Alors on retrouve là, comme chez le pseudo-Aristote que j'ai évoqué tout à l'heure, le souci de la conservation matérielle des diverses denrées, avec des considérations architecturales très semblables et une visée utilitaire évidente. Mais cette préoccupation utilitaire s'accompagne ici de deux autres dimensions. D'une part, la beauté née de l'ordre, et aussi, comme la métaphore des lettres du nom de Socrate le suggère, que j'ai lu à l'instant, l'intelligibilité que cette mise en ordre confère à la multiplicité matérielle qui constitue l'oikos. En effet, après la visite de la maison, Iskomaque range avec sa femme les divers objets par espèce, cataphulas, 9-6, dans le but d'assigner à chacune le lieu domestique qui lui convient. C'est le texte numéro 5 que je ne vais pas lire. C'est un texte qui décrit la façon de ranger de façon extrêmement détaillée la multiplicité et surtout la diversité des catégories d'objets qui font partie de l'oikos. Ce rangement, qui sur le plan théorique est aussi en même temps une classification, procède par le croisement de plusieurs critères. Le critère fixe et premier de la fonction de ces divers types d'objets, parce qu'il y a des instruments de sacrifice, des parures, des couvertures, des chaussures, des armes, des outils de travail pour la laine, des ustensiles pour la fabrication du pain, pour la cuisine en général, des instruments pour le bain. Donc ce critère fonctionnel se combine selon les nécessités avec d'autres critères. Tout cela en vue du rangement. À commencer par celui du genre ou du sexe des usagers qui, appliqués aux vêtements, aux couvertures et aux parures, introduit, notamment à l'occasion des parures, une ramification supplémentaire dans la classification, selon que ces parures sont de fait pour les femmes ou de fait et de guerre pour les hommes. Intervient également le critère de la fréquence d'usage, entre ce qui sert tous les jours et ce qui sert dans les occasions festives. Et sur ce critère se greffe ensuite celui de la différence hiérarchique dans le personnel servile, qui renvoie peut-être à une question évoquée dans la première conférence de la journée, entre les esclaves ordinaires qui n'auront accès qu'aux ustensiles du quotidien et l'intendante qui seule aura accès aux objets de fête.
Enfin, est évoqué également le critère du temps ou de la temporalité qu'on peut appeler économique, qui consiste à disposer les biens, je cite, en mettant à part ce que l'on dépense mois par mois et en séparant ce que l'on a calculé pour une année, pour qu'il nous échappe moins comment les provisions iront jusqu'au bout. Fin de la citation. Alors l'interprétation littérale de cette dernière phrase est assez délicate, selon le sens qu'on va donner aux expressions de séparation. On peut se demander si Scomac veut dire qu'il faut réunir en un endroit la quantité de provisions requises pour un an et qu'on répartit alors en tas séparés les quantités mensuelles. En tout cas, la finalité, quelle que soit la modalité choisie, la finalité est claire. Il s'agit de rendre visible dans l'espace domestique l'évolution du rapport entre ce qui est déjà consommé et ce qui reste. Bref, de rendre visible la dimension éthique de l'activité oikonomique en ce qu'elle engage le contrôle des appétits de ses membres. Tous ces passages se présentent donc comme une sorte de dialectique platonicienne appliquée au sensible, s'il est vrai que la dialectique désigne, du moins dans l'une de ses dimensions, la division réglée d'un objet intelligible en ses espèces constitutives, en passant par les différences pertinentes. La bonne administration domestique se traduit dans l'agencement spatial et architectural de l'oikos, dont la multiplicité constitutive, agencée en unité cohérente, forme dès lors un ordre qui est tout à la fois social, technique et moral, rendu visible, lisible et intelligible pour tous ses agents. L'administration domestique ne se limite pas à la gestion du nécessaire, elle inscrit dans l'espace une sorte de grammaire du quotidien, une sorte de langue matérielle commune à tous les membres de l'oikos. Cette langue matérielle a pourtant tout d'une langue maternelle. Je veux dire par là que, tel qu'Iskomak le présente, l'ordre appelé par le souci de la conservation des biens de l'oikos, ainsi que de l'oikos lui-même en tant qu'unité matérielle et humaine, doit beaucoup à ce qu'on pourrait appeler l'idéologie politique et économique de son temps, c'est-à-dire à la langue, entre guillemets, économique et politique qui accourt dans la cité. Les principes qui organisent cet oikos reflètent en effet l'idée, sans doute dominante, qu'on se faisait à l'époque d'une maison bien administrée. Et c'est pourquoi je vais, pour finir, me tourner vers Platon, pour entendre une langue un peu plus étrangère sur le même sujet. Dans le cadre du déplacement que Platon fait subir au logos oikonomikos de l'oikos vers la polis, ces réflexions sur l'organisation de la place du marché dans les lois doivent-elles aussi être mises au compte d'une préoccupation analogue concernant l'importance du rangement pour la conservation. Mais ces préoccupations concernent cette fois non pas tant les biens eux-mêmes que les rapports de justice et de vérité entre les membres de la cité, et elles s'inscrivent dans le cadre plus général d'une réorganisation spatiale de la cité tout entière. Pour comprendre cette préoccupation de Platon quant à l'ordre spatial de la place du marché, je rappellerai brièvement que la cité des lois, c'est-à-dire cette cité juste des lois que le personnage principal, l'Athénien et ses interlocuteurs se proposent de fonder, repose sur une séparation nuancée des fonctions politiques et des fonctions économiques. Cette séparation s'accompagne d'un geste de relégation fonctionnelle, géographique et morale du commerce, dont la pratique est vigoureusement prohibée pour les citoyens, parce qu'en risquant de susciter en eux l'appât du gain, elle risque d'être source de division et de conflits dans la cité. Le commerce sera donc remis aux esclaves et aux étrangers. Et cette relégation du commerce va se traduire à deux niveaux dans l'agencement spatial de la cité. Premièrement, la cité est organisée de telle sorte que les citoyens et les esclaves qui leur servent d'intendants agricoles et domestiques ne soient jamais en contact avec la vente de détail et ceux qui la pratiquent, que ce soit pour vendre ou pour acheter. L'espace commercial de cette cité est en effet fondé sur la séparation entre ce que les intendants qui administrent les lots, les cléroïs, vendent en gros aux étrangers, et ce que les étrangers vendent ensuite au détail, aux artisans et à leurs esclaves, d'où l'idée qu'il y aurait apparemment dans les lois deux sortes de places du marché. Il y a d'abord celle qui se situe dans chacun des 12 villages qui composent la cité, et dans ce cadre, sous la surveillance des agoranomes chargés de surveiller ce qui touche à la modération et à la démesure, Sophrosuneste et Caillou-Préos, eh bien, les intendants vendent aux étrangers la part de la récolte qui leur est réservée, ainsi que d'autres produits. La vente au détail de ces produits étant interdite sur cette place, les étrangers devront donc se rendre sur le second type de place du marché, dont l'emplacement exact n'est pas précisé, pour se livrer à des transactions de détail avec les artisans de la cité et leurs esclaves. Animés d'un souci similaire d'organisation de l'espace civique,
Aristote, lui, propose d'établir aussi deux agoras dans sa cité idéale. L'une est l'agora dite libre, comme cela se pratique, semble-t-il, en Thessalie, qui sera destinée à l'éducation morale et politique des jeunes gens sous la conduite des magistrats de la cité. Et Aristote explique que cette agora doit, je cite, rester vierge de toute marchandise, et ni artisan, ni paysan, ni personne de ce genre ne doit y pénétrer s'il n'y a pas été convoqué par les magistrats. Fin de la citation. La seconde agora, dit Aristote, sera, je cite, l'agora des marchandises, qui doit être séparée de la précédente. Fin de la citation dans les Politiques. Contrairement à ce qui se pratiquait sans doute à Athènes, probablement dans un grand nombre de cités grecques, où l'agora concentrait tous les types d'activités, la séparation des espaces fonctionnels semble donc indispensable pour Platon comme pour Aristote. Mais Platon, à la différence d'Aristote, va pousser plus loin son analyse de l'espace commercial. À ce souci de la séparation des fonctions économiques et politiques dans l'espace de la cité tout entière, s'ajoute en effet chez lui un souci de transparence sur le lieu même de l'activité commerciale, à savoir la place du marché, sous la forme d'une exacte disposition des produits qui y sont proposés à la vente. C'est ce qu'indique le texte numéro 6. Voici ce que dit l'Athénien. Quant à tous les autres articles et tous les autres ustensiles dont chaque individu a besoin, on les vendra au marché commun en les apportant chacun à l'emplacement voulu par les gardiens des lois et les intendants de la place publique qui, aidés par les intendants de la ville, auront marqué les endroits qui conviennent et délimité les emplacements pour chaque article à vendre. Une recommandation similaire apparaît également dans un passage du livre 11. Le fragment que je viens de citer était au livre 8. Voici ce que dit l'Athénien au livre 11. Tout échange qui se fait par achat ou par vente entre une personne et une autre se fera par livraison à la place assignée pour chaque article enkora te tectamene sur la place du marché. Fin de la citation. Le fait d'assigner un lieu aux objets des transactions garantit une sorte de transparence dont la fonction est de lutter contre l'escroquerie, ce qui n'est évidemment pas étranger aux enjeux éthiques et politiques de confiance, de vérité et de justice que Platon place dans le commerce. Là encore, l'espace économique, qui est cette fois pensé au niveau de la cité, est conçu comme un ordre ou un cosmos dont l'organisation doit être propice à la philia et à la justice dont elle dépend. Dépassant les seuls enjeux pratiques ou utilitaires, le sens de cet ordre est pleinement moral et politique. Cependant, à la différence de ce qu'on a observé chez Xénophon, l'intelligibilité de cet ordre chez Platon et les enjeux pratiques qui en découlent ne proviennent pas de la simple projection spatiale de préjugés idéologiques hérités de l'Athènes du IVe ou du Ve siècle, mais de la réflexion philosophique qu'ont mené les interlocuteurs des lois et évidemment leur auteur Platon. Je conclus brièvement pour dire que ranger l'espace domestique n'est donc en rien une simple pratique de bon sens et ne relève pas davantage de l'émergence d'une rationalité économique utilitariste. En tant que savoir et pratique, l'oikonomia est bien sûr beaucoup plus complexe et globale. Elle engage le sens, l'inscription totale de l'homme dans le monde, à la croisée de ses dimensions domestiques, politiques et cosmiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Étienne Elmer, qui nous a donné à voir les matérialités de l'espace domestique, y compris, je dirais, des maisons, et y compris dans leur dimension bâtie. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, hein, que vous voulez partager? Oui, Véronique. Oui, merci beaucoup pour cette intervention vraiment extrêmement intéressante et bravo aux organisateurs de la journée d'avoir introduit cette pluridisciplinarité qui est toujours très, très fructueuse. Alors, en vous écoutant, moi, j'avais une question à vous poser qui me venait sur la notion de risque et la façon dont on peut introduire dans votre raisonnement cette question du risque dans la pensée grecque. Il se trouve que j'ai travaillé il y a quelques années beaucoup sur la question du stockage dans une perspective qui était archéologique et historique, mais ça nous ramène évidemment à ce que vous venez de démontrer, l'ordre, le bon ordre dans la maisonnée, c'est aussi une manière de circonscrire le risque de perte des marchandises, comme vous l'avez dit, le risque d'une mauvaise utilisation. Et c'est une question qu'on va retrouver plus tard aussi à l'époque hellénistique, puisque tout ce qui est en stock n'est pas en trésorerie. Et donc, c'est un choix à faire. Et dans les deux côtés, vous avez un risque, aussi bien dans la trésorerie que dans le stock.
Et je me demandais comment vous envisageriez d'introduire dans la pensée philosophique grecque cette approche par le risque qui me semble être aussi présente dans la manière de concevoir cet ordre, ce bon ordre et cette cosmogonie, en fait, telle que vous l'avez démontré. Merci beaucoup. Alors, j'avoue que l'entrée par le risque, c'est une entrée que je trouve très intéressante, que je n'ai pas du tout envisagée, effectivement. Alors, pour vous répondre comme ça spontanément, ne me viennent pas à l'esprit pour l'instant soit des textes, soit des termes qui pourraient refléter cette préoccupation, cette prise de conscience ou d'un élément, d'un facteur de risque qui conduirait à des réflexions et puis à des recommandations pratiques quant à l'agencement. En revanche, une réponse que je pourrais peut-être vous faire, ce serait à un niveau extrêmement général ou englobant sur le rôle de la contingence. C'est-à-dire, bon, chez Aristote, la contingence est une dimension inhérente des affaires terrestres, des affaires sublunaires même, plus généralement. Donc cet élément de la contingence qui se manifeste aussi bien dans l'ordre des phénomènes naturels que dans le caractère parfois erratique des décisions humaines, surplombe, je dirais, l'ensemble de la réflexion éthique et politique et sans doute économique. Alors, c'est un peu court pour vous répondre parce que, évidemment, je ne vous donne pas d'éléments qui seraient directement de texte ou de renvoi qui signaleraient directement la présence de ce facteur dans des considérations d'ordre économique. Chez Platon, la notion de risque, peut-être qu'on pourrait la trouver dans les considérations relatives aux esclaves et à la façon de traiter les esclaves étant bien sûr indispensables au bon fonctionnement économique, domestique ou même de la cité. Il y a chez Platon des considérations sur la façon dont il faut traiter les esclaves pour que finalement ils restent dociles et ne perturbe pas finalement le bon fonctionnement de l'oikos. Alors on trouve ça aussi chez le pseudo-Aristote et un petit peu chez Xénophon, me semble-t-il, mais il y a un certain nombre de considérations relatives à la façon dont on va permettre ou pas aux esclaves d'avoir des enfants. Il y a une phrase d'ailleurs assez polémique dans l'Économique d'Aristote à ce sujet. Le terme dit qu'il faut même retenir en otage les esclaves en ne leur permettant pas d'avoir d'enfants, ou au contraire les autoriser à en avoir, dans la mesure où ça leur permet d'être plus dociles. Donc, alors, je me suis un petit peu éloigné de la question du débat entre stockage et trésorerie que j'ignorais, mais c'est peut-être un des aspects, cette question de la façon dont on traite les esclaves, un des aspects dans lequel il y aurait conscience à l'arrière-plan de ces recommandations du caractère risqué et ténu aussi des rapports qu'il faut déployer entre maître et esclave ou entre esclaves de premier ordre et esclaves encore plus subordonnés d'un autre côté. Alors, je regrette de ne pouvoir vous donner d'indications plus précises. Mais je trouve très intéressant, par exemple, qu'on ait cette dimension du risque dans les épinicides Pindare, dans un contexte agonistique, par exemple, et que dès lors qu'on entre dans la construction théorique et philosophique de l'oikos, finalement, la question est présente, mais d'une manière qui est celle d'un non-dit, en fait. Oui. Alors, oui, c'est vous qui me le montrez, donc j'en suis heureux. Il faudrait que j'aille voir de plus près. Oui, elle est sans doute celle d'un non-dit. Il y a aussi le fait que peut-être ce rôle de la contingence et ce rôle du risque, il est aussi traité peut-être sur le plan, je dirais, moral ou éthique, quant à la façon de savoir contrôler ses appétits, contrôler son âme pour ne pas rechercher la richesse en excès et se trouver appauvri, comme Critobule chez Xénophon,
ne pas vouloir acquérir au-delà de la limite pour ne pas mettre en péril effectivement un ordre qu'il est difficile de construire. Euh, mais, mais il serait intéressant que j'aille voir si effectivement, comme vous le suggérez, il y a des aspects vraiment techniques de la prise de risque sur les éléments que vous avez rappelés, par exemple entre stockage et trésorerie, quel choix on fait, quoi. Euh, il y a peut-être un débat aussi sur est-ce qu'on conserve davantage est-ce qu'on va mettre l'accent sur l'acquisition ou sur la dépense. Il y a des modèles de comptabilité, par exemple, où là, peut-être, effectivement, la prise de risque pourrait être à l'arrière-plan. En tout cas, vous m'ouvrez une piste qu'il faudrait que j'aille voir de plus près. Oui, merci beaucoup. Il y a Christophe Bebart qui a une question, je pense. Oui, deux petites remarques et une question. Je vais prolonger le débat que vous avez eu avec Étienne et Véronique. Je pense que c'est justement la question du risque, à mon avis, elle est masquée. Bon, on a parlé du temps tout à l'heure, de cette historicité qui semble vraiment en retrait. Je pense que c'est une des explications. Mais il y a aussi, je pense, le fait que ce type de discours répond par avance au kairos, c'est-à-dire que alors que la réflexion, je venais de regarder rapidement le livre de Monique Trédé-Boulmers sur le kairos, et il y a toute une réflexion, je voulais vérifier qu'elle en parlait, mais sur les orateurs, etc. Et je pense que si le risque est si peu présent finalement dans ces textes, c'est peut-être parce que ces textes ont vocation à épuiser les possibles du kairos. C'est-à-dire que comme si, au fond, on avait déjà résolu le kairos, raison pour laquelle la question du risque me paraît tout à fait, disons, peu présente, alors qu'elle est à l'évidence. Je veux dire, comme les travaux sur le stockage qui ont été évoqués tout à l'heure l'ont montré, c'est une perspective centrale et forcément était la leur. Et je pense que ça aussi pose le problème de la triple dimension de ces textes, qui sont parfois normatifs, prescriptifs et descriptifs, et qu'on a toujours des difficultés à savoir si ce qu'on lit est descriptif, etc. Il y a un exemple dans les textes que vous avez cités, dans votre exemplier, que je trouve très intéressant, surtout au moment où la citoyenneté des femmes est partout dans l'historiographie, surtout à Paris et à Anima. C'est drôle de voir la séparation, le gynécée, alors qu'on nous explique depuis quelques années que tout ça n'existe plus, que c'est terminé. Et les voilà, je veux dire, de manière très nette, avec séparation des espaces genrés, et dont on a donc vocation à se demander si c'est normatif, prescriptif ou descriptif, parce que ça n'épuise évidemment pas la question de la réalité de ce qu'on lit. Juste une question, donc, mais qui est aussi une invitation à poursuivre l'échange. Vous avez donc cité les lois de Platon, mais dans la République, Platon parle énormément du marché et de l'agora également. Et est-ce que c'est de la même manière, ou est-ce que apparaîtrait dans la République une autre façon de voir ces questions que vous avez évoquées? Et juste d'un mot, parce que j'ai oublié, si je n'avais pas cité Pierre Bourdieu aujourd'hui, vous seriez inquiété de l'état de mes neurones. Tout ce que vous avez évoqué, bien sûr, fait penser à l'article très fameux de Pierre Bourdieu sur la maison Kabyle, publié en 1969, dans lequel il montre comment la structure sociale se révèle dans la structure spatiale de la maison. Et donc, une bonne partie de ce que vous avez dit pourrait trouver des échos avec ce qu'il y a dans cet article de Pierre Bourdieu. Oui, merci. Alors, effectivement, la République parle aussi du marché, en particulier au livre 2. Pas exactement dans la même perspective que dans les lois, me semble-t-il. Il s'agit de montrer au moment où on construit la cité, dans la République, dans ses premières, dans sa couche économique, avant de passer à la couche au niveau ou à la strate politique, et en montrant qu'il y a déjà peut-être du politique qui se joue dans l'économique, puisqu'on réalise une forme de communauté, une communauté instable, qui n'est pas pérenne. Le rôle des pratiques commerciales effectivement évoqué comme une nécessité due au fait que chacun ne peut pas produire par lui-même tout ce dont il a besoin, mais devra échanger avec les autres. Et de ce point de vue, effectivement, il y a un rôle fondamental des échanges commerciaux, puisque sans eux, en fait, la cité ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le commerce c'est le commerce qui fait lien, c'est le commerce qui fonde un peu ce caractère commun que je viens de mentionner. Et
ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnages qui sont invoqués pour se livrer à cette fonction du commerce sont d'une certaine manière ceux à qui on ne peut pas trouver d'autres fonctions. Et je trouve ça particulièrement intéressant de voir que finalement, cette cité platonicienne en construction repose d'abord sur le rôle fondamental de ceux qui font le lien d'abord sur le secteur économique, alors qu'on tend en général à voir dans la cité de Platon quelque chose qui se fait en gros par le haut, pour reprendre les catégories évoquées au début de la journée, c'est-à-dire, eh bien, au fond, les philosophes vont être rois, ils vont mettre la cité en ordre et tout fonctionnera bien. Non, en fait, il y a cette mise en ordre n'est pas possible s'il n'y a pas au départ des agents qui font de l'échange commercial monétarisé, puisque l'argent est également mentionné, le ciment initial de la cité. Donc il y a vraiment une reconnaissance très très forte de la part de Platon du caractère fondamental des échanges commerciaux sur la place du marché. Oui. Ça c'est certain. Après, il n'y a pas dans la République, me semble-t-il, il n'y a pas de description aussi détaillée que les lois en proposent sur la place de chaque objet, la façon dont on va proposer des règlements pour éviter l'escroquerie. Voilà, l'appareil législatif dans son détail extrêmement raffiné, ça sera plutôt présent dans les lois. Mais ça va dans le même sens, oui. Merci beaucoup. Il est déjà 12h50. Alors, je ne sais pas comment les organisateurs et organisatrices voient les choses. Si vous voulez répondre à 13h30, on sera obligé peut-être d'arrêter là les questions. Alors, vous pouvez répondre à certains des points cet après-midi, bien évidemment. Moi, je retiens 3 choses, 3 points. Et ce sera vraiment très rapide. Donc, d'une part, donc, cette ouverture de l'économie domestique sur les marchés qui me semble interroger, à continuer à creuser. D'autre part, donc, cette porosité des frontières entre privé et public, mais qui n'est pas en relation pacifiée, je dirais, c'est une tension. Alors, c'est ça qui est intéressant, avec des ruptures, des moments de changement. Et enfin, cette place, cette fonction importante de la conservation, je dirais, et de la place des femmes dans cette fonction qui est aussi liée à ces dimensions de la gestion qui est la mise en ordre aussi. Donc cette dimension spatiale aussi me semble importante. Et je finirai avec cette idée qui, pour moi, est assez nouvelle de la mise en relation, mise en lien du rangement, de la mise en ordre avec le bien-être. Donc, je dirais que cette dimension de l'économie domestique qui est maintenant très centrale dans la réflexion des économistes hétérodoxes peut être un bon mot pour conclure cette matinée très riche. Je suis désolée de devoir un peu écourter la discussion qui est très passionnante, mais j'ai l'impression que sinon, vous n'allez pas respecter les timings. S'il y a des personnes qui vont se connecter cet après-midi, ce sera un peu compliqué de déjeuner et en même temps d'ouvrir la session de l'après-midi à 13h30. Donc voilà, je suis désolée encore et merci pour ces interventions riches. Donc, et puis 9h15, nous avons partagé vraiment beaucoup des thèmes, des questions avec cette idée que la théorie et la pratique vont de pair. Ça me semble aussi intéressant d'avoir ouvert avec une communication qui était un peu imprévue, mais qui nous a fait justement réfléchir.